exactement 19 h à Bamako depuis la capitale malienne. Merci infiniment de nous rester fidèles. Tout de suite, une nouvelle édition d'information dont voici les principaux titres. La force conjointe du G5 Sahel amorce sa phase ultime de mobilisation de fonds pour accélérer les choses. Les 5 présidents maliens, nigériens, burkinabés, tchadiens et mauritaniens et une trentaine de chefs de gouvernement se sont retrouvés vendredi 23 février à Bruxelles pour un sommet de haut niveau. 414 millions d'euros seront débloqués pour l'opérationnalisation de la force conjointe. La section des Ansars de la Côte d'Ivoire a tenu son 5e congrès ordinaire le 17 février dernier à Bouaké, occasion de renouveler, comme le veut la tradition, à la fin des travaux, les instances, mais aussi et surtout le serment au guide spirituel des Ansars. Voilà pour le sommaire de votre journal. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle édition d'information sur votre télévision Chérifla. Le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, était dans la capitale européenne à Bruxelles ce vendredi 23 février pour participer avec ses pairs du G5 Sahel à la grande conférence des donateurs en faveur de la force conjointe de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Une conférence qui a dû mobiliser une trentaine de chefs d'État et de gouvernement en plus des 5 présidents des États membres, à savoir le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie, pour marquer leur profonde solidarité en vue de sécuriser la vaste zone sahélienne. La force conjointe qui avait déjà mobilisé 250 millions d'euros et qui tablait sur les 300 millions environ vient de récolter un montant au-delà des attentes. La communauté internationale s'engage à soutenir le G5 Sahel à hauteur de 414 millions d'euros. L'Union européenne ainsi que ses États membres participeront pour près de la moitié à ce financement. Je vous propose d'écouter successivement les premiers ministres du Luxembourg, de la Belgique, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité. Et enfin, vous entendrez le président en exercice du G5 Sahel, Mahamadou Issoufou. Il n'y a pas que la Libye, je pense qu'il y a maintenant un ensemble de pays. Je vous dis, j'étais au Mali encore il y a quelques semaines. Je vois que la situation au Mali, dans le nord du Mali, est de plus en plus délicate. Nous avons une mission de paix, qu'on appelle, sans oublier quand même que des soldats français sont morts encore cette semaine. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une mission qui est dangereuse, que ce n'est pas une situation tranquille et qu'il est important de stabiliser toute une région. Ici, ce n'est pas maintenant de dire si on règle le problème de la Libye, tout sera réglé. On voit bien qu'il y a des problèmes aussi dans les autres pays. Et je pense que l'on doit avant tout stabiliser la région et puis donner aussi de l'espoir aux générations futures et aux jeunes. Car si on n'investit pas dans la jeunesse, le problème est préprogrammé. C'est un grand jour pour l'Union européenne, l'Afrique, le Sahel en particulier. C'est la première fois qu'on a ici à Bruxelles, mais ce serait la même chose ailleurs. Première fois, on a 32 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, du G5 Sahel, mais aussi les Nations Unies, l'Union africaine, des autres partenaires dans le monde, du Japon, au Canada, aux États-Unis, au Golfe, ici pour soutenir nos frères et sœurs dans le Sahel dans un travail qui est très important, pas seulement pour les populations de la région, mais aussi pour nous, Européennes, soit sur le côté sécurité, soit sur le côté développement ou changement climatique. Il s'agit de soutenir la force conjointe du G5 Sahel, une initiative qu'on a soutenue comme Union européenne dès le début. J'étais moi-même à Bamako il y a presque un an pour soutenir cette initiative. Et l'Union européenne a été la première à investir, à y croire, avec les premiers 50 millions d'euros qu'on a donnés déjà en juillet dernier. Aujourd'hui, l'Union européenne va doubler son soutien à la force conjointe et on va aussi avoir des autres contributions des États membres et aussi des autres partenaires. Je voudrais souligner une chose importante. Ce n'est pas seulement sécurité, c'est aussi développement. Parce qu'il n'y a pas de conditions de sécurité réelles sans le développement social, économique, des opportunités pour les jeunes, les femmes dans la région. C'est pour ça que l'Union européenne a investi 8 milliards d'euros dans ces 7 ans, dans la région du Sahel. On parle souvent d'un plan Marshall pour l'Afrique. C'est en effet quelque chose qu'on est déjà en train de faire comme Union européenne, comme État membre. On investit sur le côté développement humanitaire, social, économique,
une somme vraiment importante en Afrique, en partenariat. Ce n'est pas de la charité, c'est du partenariat économique, du développement avec nos partenaires africains. Et l'attention sur le Sahel aujourd'hui est une attention vraiment unique. C'est la première fois qu'il y a un sommet de ce niveau avec une participation comme ça. Au soutien du Sahel. La sécurité dans le Sahel est évidemment une priorité très importante pour l'Union européenne, pour mon pays, la Belgique également, parce qu'on sait que lorsque l'on travaille pour plus de stabilité, pour plus de soutien humanitaire, pour plus de développement dans la lutte contre le terrorisme, on fait œuvre utile pour garantir plus de sécurité et plus de stabilité en Europe. On sait que cette zone du Sahel, en lien avec la Libye, est une zone qui est extrêmement importante pour l'avenir de la situation au sein de l'Union européenne. Notre intention, au départ du gouvernement belge, est de continuer à renforcer des efforts qui sont portés sur le terrain du développement, sur le terrain humanitaire et sur le terrain de la coopération militaire pour créer les conditions afin que les forces militaires locales, dans le cadre du G5, soient le plus rapidement possible en situation de garantir plus de stabilité et plus de sécurité. Je vous remercie. Bien, je voudrais juste rappeler que migration, sécurité et développement sont intimement liés. C'est-à-dire que l'Europe et le Sahel partagent les mêmes préoccupations. Par ailleurs, comme on le sait, la sécurité est un bien public mondial. Au Sahel, le combat que nous menons contre le terrorisme, nous le menons non seulement pour le Sahel, mais aussi pour le monde. Par conséquent, l'Union européenne et la communauté internationale doivent être solidaires avec le Sahel. Et c'est pour mobiliser cette solidarité que nous sommes aujourd'hui ici à Bruxelles, notamment pour trouver des financements pérennes pour la force conjointe mise en place par les pays du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme. Je vous remercie. Une bonne nouvelle, donc. Retour à présent à Bamako, où les travaux de la journée scientifique tuniso-malienne ont démarré ce samedi 24 février au Grand Hôtel de Bamako. Pendant plusieurs heures, les médecins tunisiens et maliens ont pu partager des expériences sur beaucoup de thèmes. Une initiative du docteur Souleymane Bakayoko, promoteur de la clinique Clémence Fallo Médicale, qui a fait venir justement ces médecins tunisiens dans notre pays dans l'optique d'un partenariat fécond avec ceux du Mali. Le reportage est signé Hamadoun Kola Diallo et Fousseini Keita. Cette journée d'échange entre les médecins tunisiens et maliens est seulement un apport scientifique pour les deux pays, mais aussi elle permet d'établir des relations personnelles. Les deux parties ont échangé des expériences, notamment sur la gynécologie, la cardiologie, la neurologie et bien d'autres. Je pense faire la médecine de qualité à moindre coût. Donc c'est ce qui fait que aujourd'hui nous sommes là pour des échanges avec les médecins tunisiens, les médecins maliens, pour apporter plus de qualité dans les services que nous allons donner à notre population et en apportant toutes les technologies nouvelles, toutes les pratiques nouvelles. C'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui pour la journée scientifique, la première journée scientifique Clémence Fallo, qui fait partie de nos activités de formation. C'est la première au Mali que les Tunisiens viennent se confronter à des médecins et chercheurs maliens pour échanger les expériences. Moi, j'ai décidé avec mes collègues tunisiens de faire une pérennisation de la formation post-universitaire. Les performances sur le système de santé des deux pays ont été largement débattues par les parties tunisiennes et maliennes. Les échanges ont été très fructueux au dire des médecins tunisiens. Par exemple, ce matin, nous avons parlé des problèmes hémorragiques lors des grossesses et de l'accouchement. Et la conclusion est que, tout simplement, nous sommes passés par ces mêmes étapes-là. On a connu les mêmes problèmes que ce qu'on a entendu aujourd'hui. La différence, c'est qu'avec le temps, il y a eu le suivi médical de la grossesse du début à la fin. Et il est évident qu'on ne peut pas comparer des résultats qui ne sont pas comparables. Si vous prenez une population de femmes enceintes qui ont suivi leur grossesse du début à la fin, vous ne pouvez pas comparer les résultats
à des femmes qui sont venues le dernier jour accoucher et à savoir comment se sont passés les 9 mois. Donc c'est ce suivi médical de la grossesse qui doit être fait régulièrement pour éviter tous les accidents de fin de parcours. Nous avons eu l'honneur ce matin d'assister à une présentation faite par notre confrère malien, gynécologue. Et nous avons eu beaucoup d'informations concernant l'activité de nos collègues maliens dans leur vécu quotidien, et nous avons échangé des expériences. Et cette journée scientifique a été initiée en fait pour échanger nos expériences dans les deux sens. Il y aura une présentation sur la chirurgie du rachis avec la technologie de pointe que nous voudrons apporter au Mali pour améliorer la qualité de soins des patients. L'invitation est ouverte à nos collègues maliens pour nous visiter en Tunisie, soit pour faire des stages dans nos structures sanitaires, soit pour assister à nos congrès annuels qui seront une rencontre de plusieurs médecins des pays du Maghreb et même des pays européens et africains. Les deux parties entendent pérenniser ce début de partenariat fructueux entre la Tunisie et le Mali dans le secteur de la santé. D'autres rencontres de formation et d'échange sont prévues dans les prochains jours en Tunisie. Et voilà une belle coopération win-win entre les médecins maliens et tunisiens. Assemblée générale extraordinaire des commerçants du Mali, notamment de la commission Visa M chinois, ce samedi 24 février à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Les conditions d'obtention du Visa M chinois, le dédouanement des marchandises, le déguerpissement des commerçants par le gouverneur du district sont entre autres sujets abordés au cours de cette assemblée. Le compte-rendu est celui de Marietou Diallo. À cette allure, il n'y aura plus de commerce au Mali d'ici 5 ans, estiment les commerçants. Les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont d'ordre juridictionnel et institutionnel. Les taxes sur les impôts et les dédouanements, le déguerpissement des commerçants détaillants par le gouverneur du district, l'inégalité dans la répartition des voix lors des élections de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, les conditions difficiles d'obtention du visa type M chinois sont les sujets chauds qui chagrinent les commerçants du Mali. Ce matin, nous avons organisé une assemblée générale en informant nos usagers, les gens qui viennent prendre des visas au niveau même de la Chambre de commerce. Comme nous sommes dans une phase maintenant que les visas, maintenant, on a travaillé pendant à peu près 15 mois. Maintenant, le ministre nous a dit de mettre fin d'abord à la commission. Maintenant, on a informé les usagers maintenant pour les informer ce qu'il y a lieu de faire et mettre ce qu'on doit entreprendre après. Voilà. C'est ça qu'on a dans ce cadre. Nous voulons entreprendre, parce qu'on entend en train d'avoir des rumeurs qu'il veut mettre ça, parce qu'il y avait les détaillants, il y avait le commerçant détaillant qui pilotait le problème des visas. Après eux, les chambres de commerce a piloté, mais nous on avait fait une commission au niveau du marché. Le ministre nous a délégué maintenant que nous soyons même dans la commission. On a travaillé pendant 15 mois, maintenant on est à la fin même de la commission. Directement qu'on est en train d'envisager les usagers pour leur demander ce qu'il y a lieu de faire, ce qui n'a pas lieu de faire. Mais c'est qu'on est en train de les informer, mais la décision finale, ça c'est aux usagers, c'est ça qu'on est dans ce cadre. Parce qu'il y a des prétendants qui veulent que la commission soit dissoute. Nous sommes très d'accord que la commission soit dissoute, ça c'est notre option. Parce que nous sommes des commerçants comme des autres. On ne peut pas rester à la chambre de commerce là pour piloter une commission qui ne nous arrange même pas. Parce qu'il n'y a pas aucun pays qui est dirigé par une commission pour avoir le visa. Mais nous sommes dans ce cadre que si tout le monde peut avoir le visa sans la commission, ça c'est notre option. Mais pour donner ça à une autre organisation, nous ne sommes pas partants de cela. S'il y a des amendements à faire, le ministre peut nous demander ça. Mais quand il retire même la commission, qu'il laisse les usagers maintenant d'aller prendre le visa là, librement. C'est ça qu'on notre souhait. Parce que le problème d'impôt, il y a des problèmes d'impôt, il y a le problème de dédouanement. Récemment, il y a 2 semaines, maintenant le problème de dédouanement maintenant, la douane a envoyé les documents, un annuaire là, au niveau même des transitaires là. Les transitaires nous ont informé qu'il y a une augmentation même au niveau même de la douane. Maintenant avec ça aussi, nous on n'a même pas, on ne voit même pas. Tu peux faire 2 ou 3 jours là, tu ne fais pas de recettes.
Maintenant, si on augmente les délais, comment on va survivre? C'est là le problème et le bas qui nous fait préoccuper beaucoup aujourd'hui. Voilà. Bon, nous avons travaillé beaucoup parce qu'on a eu à avoir à peu près 3000 et quelques dossiers. Mais on a eu des prétendants à peu près 2800 et quelques visas qu'on a eu ça au nom de la commission. Dans les jours à venir, les commerçants entendent observer un mouvement de grève pour réclamer leurs droits. Je vous l'annonçais en début d'édition, le 5e congrès ordinaire de l'association des Ansars de la Côte d'Ivoire s'est ouvert le 17 février au siège de Bouaké avec une série de recommandations. Des amendements aux statuts et règlements ainsi que le renouvellement du bureau ont été les principales activités sur lesquelles se sont penchés les congressistes durant 3 jours. Un congrès qui a vu la participation de Surakata Salamantao, président de la FADI, était également présent Aruna Aydara, le fils du guide spirituel des Ansars. Je vous propose des réactions. Mesdames et messieurs, honorables invités, ce 5e congrès se veut le congrès de la maturité. Notre souhait le plus ardent est que, d'une part, les différentes assises qui se dérouleront que les différentes assises se déroulent dans l'entente cordiale, dans la fraternité, mais sans aucune complaisance. D'autre part, notre espoir est grand de savoir que les décisions et les résolutions issues de ce congrès militeront à l'avancement et au rayonnement de l'Ansardine nationale Côte d'Ivoire. Que les dirigeants, c'est-à-dire présidents, les différents secrétaires, les trésoriers, les conseillers religieux, les commissaires de compte, le comité de contrôle, issus des votes, seront des personnes ayant la crainte de Dieu pour la bonne gestion, pour la gestion efficiente des affaires de l'Ansardine nationale Côte d'Ivoire. Cela est notre souhait le plus ardent, comme je l'ai signifié. C'est le lieu, mesdames et messieurs, de saluer et de dire grand merci à la commission électorale qui a sillonné les 17 fédérations que compte l'Ansardine nationale Côte d'Ivoire pour organiser des préliminaires. Monsieur le parrain, cher imam, nous nous tournons vers vous et tous vos collaborateurs, nos éminents imams ici présents, pour leur dire merci. Merci pour votre sollicitude. Merci pour votre soutien et vos encouragements. Jour et nuit, vous êtes à notre écoute. Vous voir à notre côté démontre que la fraternité islamique n'est pas un vain slogan, mais un comportement. Merci à vous, chers imams. Nous pouvons dire, sans nous tromper, que Chérif Mohamed Aïdara est un ange, un envoyé de Dieu pour aider le prophète à vulgariser l'islam dans le monde entier. La boule de Bouaké est heureuse du choix pour l'organisation du 5e congrès des Ansardines. Et je profite du micro pour remercier, rendre un hommage à Chérif Ousmane pour la création de sa télévision, Chérif la TV, une télévision grâce à laquelle nous les communicateurs, nous prenons exemple en Côte d'Ivoire. Le maire m'a chargé aussi, il serait là lui-même, mais pour les contraintes politiques, il y a un ministre qui n'a pas pu être là, m'a chargé avec une petite enveloppe pour les mettre aux organisateurs et leur dire de faire des bénédictions pour la Côte d'Ivoire, de faire des bénédictions pour le président Alassane Ouattara, de faire des bénédictions pour Bouaké, sur ce Bouaké qui vient d'une guerre de 10 ans. Grâce aux prières des uns et des autres, Bouaké commence à se retrouver. Après donc Bouaké, depuis la Côte d'Ivoire, nous revenons chez nous pour vous dire que l'association Yereko des commerçants du marché de Fadjila, en commune 1 du district de Bamako, a organisé ce samedi matin une journée de salubrité en vue d'assainir son marché et de le débarrasser de toutes les ordures. Ces activités ont été rendues possibles grâce à un appui conséquent financier de l'honorable député Ténin Sempara. L'élément est signé Alhamidou Badini et Cheikh Dia.
L'insalubrité est cause de plusieurs maladies. C'est pour parer à cela que les commerçants du marché de Fadjiguila, avec le financement de l'honorable Téné Simpara, ont initié cette journée de salubrité pour débarrasser le marché de ses ordures. Les organisateurs ont vivement remercié l'honorable pour sa contribution et ont saisi cette occasion pour lui faire part de leurs préoccupations. Bon, Dieu merci, la dame nous a aidé, ça nous a trop plu, parce que nous n'avons pas les moyens. Si tu n'as pas les moyens, si tu as quelqu'un qui va t'aider, vraiment tu ne peux que le remercier. On le remercie aujourd'hui, on le remercie demain. Nous sommes très contents et reconnaissants pour lui. Outre le ramassage des ordures, l'honorable, soucieuse du bien-être de la population, entreprend aussi des travaux d'aménagement des rues en commune 1. Les demandes des populations, les résoudre, c'est un rôle régalien pour les partis politiques. Ça, c'est le travail que nous sommes appelés à faire. C'est-à-dire être aux côtés de nos populations, les aider à résoudre les problèmes qu'ils ont et cheminer ensemble avec eux pour trouver la solution à tous les défis qui se posent à la localité. C'est dans le cadre de la décentralisation. Donc nous, partis politiques, nous nous sentons concernés puisque c'est nous qui cherchons à diriger les localités. Donc c'est normal qu'on s'intéresse à tous les défis qui sont posés à ces populations-là. Nous sommes en train d'aménager cette rue-là aujourd'hui et nous avons d'autres rues à aménager en vue. Et nous avons également le tas d'ordures qui se trouve par-ci par-là dans le quartier. Nous allons nous intéresser à ces tas d'ordures-là dans le cadre de l'assainissement et nous allons faire ce que nous pouvons faire pour que les populations soient soulagées et qu'elles arrivent à éviter les maladies et autres aléas liés à cette saleté. Les travaux se sont achevés par une visite de terrain pour s'imprégner de l'aménagement des rues. Je vous propose à présent de faire un tour d'horizon de l'actualité africaine et la compilation d'aujourd'hui vous est offerte comme tous les samedis par Oumar Kouyaté. C'est tout de suite en bref et en images. Une promesse devenue réalité, entre décembre et février, 14 000 migrants ont été rapatriés de Tripoli en Libye vers leur pays d'origine. Selon la commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine, et pour cause, l'institution africaine avait pris l'engagement au sommet UE-UA de rapatrier 20 000 migrants coincés dans les centres de détention en Libye. Le programme de retour volontaire a déjà permis à l'Organisation pour les migrations internationales de ramener plus de 30 000 personnes dans leurs pays respectifs. Malgré ces efforts, le programme a encore du mal à freiner les ardeurs des candidats potentiels à l'immigration clandestine. À présent, il serait encore des centaines de milliers dans les centres de détention en Libye. D'aucuns parlent d'1 million de réfugiés, des chiffres non confirmés par l'OIM. Après 5 semaines d'audience, le procès de Khalifa Sall s'est terminé ce vendredi 23 février à Dakar. Le parquet a requis 7 ans de prison et 5,5 milliards de francs CFA d'amende à l'encontre du député maire de la capitale sénégalaise. Soupçonné de détournement de deniers publics, les avocats de Khalifa Sall ont eux demandé la relaxe et la remise en liberté de leurs clients. Toutes les parties le reconnaissent, notamment la défense. Ce procès a été équilibré pour le procureur comme pour les avocats de l'État. Les audiences et les interrogatoires à la barre ont démontré qu'il y a bien eu détournement de deniers publics. Toutefois, l'affaire a été mise en délibéré et le verdict sera rendu le 30 mars prochain. La capitale somalienne a été secouée vendredi 23 février par 2 explosions. Bilan 18 morts et 20 blessés. Ce sont des symboles de l'État qui ont été visés. Un calme plat régnait dans les rues de Mogadiscio vendredi après la double explosion qui s'est produite près du palais présidentiel et d'un hôtel. Ces attaques ont été immédiatement revendiquées par les islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda. Ce groupe terroriste retranché dans les zones rurales dit avoir ciblé les services du gouvernement. Après ce acte de violence, le ministre de la Communication Abdrahman Osman a adressé un message d'encouragement aux habitants de Mogadiscio. Cet attentat intervient au moment où la mission onusienne commence à réduire ses effectifs.
C'est donc cette page africaine qui referme cette édition d'information, l'édition d'information de ce samedi 24 février 2018. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme et bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt pour d'autres news sur Chérif La TV.